Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est Laurent-Frédéric Bollet et vous le savez, après le Final Lap ou le Last Lap, il y a l'After Lap, le podcast du sport auto. Et aujourd'hui, eh bien, je ne suis pas seul, j'accueille de nouveau notre ami Jean-Philippe Doré. Salut Jean-Philippe. Salut à toi LFB, salut à toutes et à tous. Je t'accueille Amica Le Mans. Oh, tu vois le jeu de mots que je suis pas le premier à faire. Oh que non. Mais tu l'apprécies. Bien entendu. Voilà. Alors, on l'apprécie toujours celui-là. Jean-Philippe, on sait que tu es un spécialiste de l'endurance, un journaliste pointu dans ce milieu du sport auto. Tu travailles régulièrement pour l'ACO. Rien ne t'échappe sur l'actu du WEC, de l'ELMS et des 24 heures du Mans. Et tu te souviens qu'au mois de septembre 2020, nous avions donc inauguré une sorte de rubrique 24 heures du Mans Stories, où on s'amuse à repasser un petit peu dans le coup d'œil dans le rétro sur les 24 heures du Mans. Ça t'avait plu? Et oh oui, et Dieu sait s'il y a des choses à raconter. Voilà. Des fois on s'étend un petit peu, mais je suis sûr que les gens qui nous écoutent nous en voudront pas trop là-dessus. Du moins j'espère. En tout cas, les fidèles auditeurs de l'Afterlap ont bien remarqué que depuis un certain temps, j'essaie de fédérer autour de moi quelques présences régulières. Tristan Gomandi, ou Guillaume Lafay même pour le rallye là, qui a fait ses grands débuts. Et puis toi pour l'endurance et puis donc ce coup d'œil dans le rétro. Alors 24 heures du Mans Story, c'est quoi? C'est essayer de prendre une thématique qu'on va développer. Alors la thématique, on essaie un peu de sortir de l'ordinaire. Pour notre premier épisode, on avait parlé des pilotes qui étaient nés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avaient gagné Le Mans. Pourquoi pas, c'est vrai que c'était intéressant. Oui, puis c'était un beau casting en plus. Jackie Hicks, Derek Bell, Helmut Marko, Henri Pescarolo, Gérard Larousse, voilà. Et quelques autres. Bon, donc ça, je vous invite évidemment à réécouter cet épisode. Mais là, pour le numéro 2, 24 heures du Mans Stories 2, on s'est dit, on n'est pas révolutionnaire. On va prendre les années qui se terminent en 1. On est en 2021, les années qui se terminent en 1. Mais tu nous as compilé des infos qui sont vraiment très intéressantes. Donc écoute, je pense que ça va vous intéresser tous. Alors, les 24 heures du Mans ayant évidemment débuté en 1923, tout le monde le sait. La première année qui se termine par un 1, c'est 1931. Alors, qu'est-ce que tu nous as sorti comme info en 31? Alors, qu'est-ce qui se passe en 1931? En 1931, c'est un petit peu la continuité d'une des grandes récurrences de l'histoire des 24 heures du Mans, c'est-à-dire les constructeurs qui enchaînent les victoires. Donc, en 1931, on sort de 4 victoires consécutives de Bentley. Et en 1931, on attaque un autre cycle de 4 victoires consécutives avec Alfa Romeo, qui est en plus le premier constructeur italien vainqueur aux 24 heures du Mans. Donc c'est pas rien. Voilà. Alors par contre, quand je revois les noms des pilotes vainqueurs, c'est vrai que c'est peut-être pas ceux qui sont restés les plus célèbres dans l'histoire. Mais il y a quand même des choses à dire. Alors, il faut notamment rappeler que Henry Birkin, c'est un ancien des Bentley Boys, c'est-à-dire les pilotes Bentley qui ont fait l'histoire des 24 heures du Mans sur les 4 éditions précédentes, donc c'est-à-dire les 4 victoires consécutives de 1927 à 1930, et que donc Henry Birkin gagne avec Alfa Romeo ses deuxièmes 24 heures du Mans. Et quant à l'autre vainqueur, on le connaît sous plusieurs noms. Ouais. Son patronyme, c'est Francis Curzon. Ouais. On le connaît aussi sous le nom de Lord Howe, puisqu'en fait, il fait partie de cette génération de pionniers du sport automobile. On a les premiers grands pilotes de l'histoire du sport automobile. On a aussi des aventuriers, ce qui est un petit peu le cas des Bentley Boys, qui ont notamment été bien occupés pendant la Première Guerre mondiale. Et on a aussi des têtes couronnées, des aristocrates, ce qui est le cas de Francis Curzon, 5e comte de Howe, qui est donc un gentleman driver, donc gentleman, là on va dire, dans toute l'acception aristocratique du terme. Alors c'est étonnant, première victoire italienne, mais 2 pilotes anglais. Voilà, oui, puisque en fait, la voiture appartenait à Lord Howe. En fait. C'est ça, voilà. Alors, c'est aussi la première fois qu'il y a un record c'est le record de la distance, mais on dépasse pour la première fois les 3000 km. Absolument. Et alors, ce qui est amusant, c'est que tu m'as préparé là 2 infos concernant 2 grandes marques quand même. Absolument. Mercedes et Aston Martin. Voilà. Oui. Alors, Mercedes, qui est devenu par la suite, en 1952, le premier constructeur allemand vainqueur au Mans, avant Porsche et Audi, et Mercedes termine 2e
en 1931. Et en 1931, on a aussi, bon, c'est un peu paradoxal parce que Aston Martin est quand même une marque de légende qui n'a malheureusement gagné qu'une seule fois les 24 heures du Mans en 1959. Et en 1931, c'est le premier top 5 d'Aston Martin. Aston Martin finit 5e. Voilà, bon bah donc déjà des faits assez marquants pour cette première année qui se termine en 1931. Alors évidemment, pour cause de Deuxième Guerre mondiale, pas d'édition en 1941, ce qui fait qu'on saute directement à 1951. Et là, autant c'était la première victoire Alfa Romeo, autant en 51, c'est encore une première victoire pour un grand constructeur. Voilà, et c'est encore une série victorieuse à venir, puisque en 1951, c'est la première victoire de Jaguar, avec un duo 100% british pur jus, Peter Walker, Peter Whitehead, donc grands animateurs des courses de sport de cette période, et que là, effectivement, c'est encore une série victorieuse qui va commencer, puisque entre 1951 et 1957, Jaguar va gagner 5 fois. Eh oui, c'est ça. Alors là aussi, il y a un nouveau record de la distance. C'est amusant, il y a des points communs avec 31, c'est ça qui est drôle. Et c'est pas fini. Ouais. Alors là, c'est quoi ? On dépasse quoi là ? Les 3500 km. Ah oui, forcément, ouais, d'accord. 20 ans après, on a progressé de 500 km. On a gagné 500, gagné 500 km en 20 ans, exactement. Ouais, c'est ça. Et alors, attends, je reviens sur les pilotes anglais. C'est vrai que Stirling Moss, cette année-là, s'était mis en évidence, mais c'est pas lui qui a gagné. Non. Mais en fait, Stirling Moss, à cette époque, il a 21 ans. Et c'est bien simple. Sa voiture, la voiture qu'il partage avec Jack Fairman, occupe la tête des 24 heures pendant les 8 premières heures de course. Et selon certaines sources, Stirling Moss aurait passé au moins 7 heures au volant. Voilà, et qu'en fait, Stirling Moss, il est un petit peu sur la trajectoire ascendante qu'on va connaître par la suite. Bon, malheureusement, Stirling Moss ne sera ni vainqueur des 24 heures du Mans, ni champion du monde de Formule 1. Mais la première fois où j'avais interviewé à Goodwood en 2004, il m'avait quand même dit, comme une petite fierté personnelle, que disait comme ça, j'aime bien être le champion sans couronne, ça me donne une aura encore un peu plus unique. Il me l'avait dit comme ça. Oui, on peut voir ça comme ça, c'est sûr que... il n'empêche que Stirling Moss va quand même aussi rentrer dans l'histoire des 24 heures du Mans d'une autre manière, parce qu'à l'époque du départ en épi, quand Stirling Moss était au départ, c'était lui le plus rapide à la course au départ. Effectivement, ça c'est sûr qu'il s'est singularisé comme ça. Et comme en plus c'était un des premiers grand professionnel du sport automobile à soigner sa condition physique, il travaillait pour ça, il avait un préparateur physique, il avait un manager, il s'entraînait justement à battre son record personnel pour traverser la piste au moment du départ, et sur toutes les participations de Stirling Moss aux 24 heures du Mans, c'était lui le plus rapide à la course au départ. Alors dis donc 51 pour finir. Première participation d'une marque qui me semble un petit peu emblématique. Oh là là. Alors Porsche, bon. Donc c'est Porsche. C'est 51, c'est la première participation. C'est la première de Porsche. C'est phénoménal. Voilà. Alors l'histoire commence 9 mois plus tôt au Salon de l'Automobile de Paris, 1950, au Grand Palais. C'est Charles Farroux, directeur de course des 24 heures du Mans, et Auguste Veuillet, qui va devenir, via sa structure Sonoto, l'importateur de Porsche en France, rencontre Ferdinand Porsche. Et Charles Farroux, avec sa faconde, sa tchatche, on peut le dire aujourd'hui, d'ancien journaliste, finit par convaincre Ferdinand Porsche de s'engager aux 24 heures du Mans. Malheureusement, Ferdinand Porsche ne verra pas cette première participation puisqu'il décède le 30 janvier 1951, mais son fils Ferry décide de confirmer l'engagement fait par son père auprès de Charles Farroux. Et à l'origine, on devait avoir 2 356 au départ. L'une est accidentée, il n'y en aura qu'une seule au départ. Elle est pilotée donc par Auguste Veuillet et par un Sartois qui s'appelle Edmond Mouche. Donc une Porsche 956 un petit peu profilée, notamment les passages de roue arrière sont masqués pour améliorer l'aérodynamique, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font, Auguste Veuillet et Edmond Mouche, dès la première participation de Porsche, première victoire de catégorie. Et 20e place à l'arrivée. C'est honorifique et plus qu'honorable.
Et ça veut peut-être déjà dire qu'effectivement, les bons rails étaient posés pour la légende Porsche-Mans. Bon. Et 70 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, c'est une belle histoire. Bon, bah donc, voilà, si on voulait prouver l'importance de ces années qui se terminent par le chiffre 1. 10 ans plus tard, 1961. Alors là, j'ai envie de te lancer sur cette année, Jean-Philippe. Non pas par rapport à la marque qui va gagner, même si évidemment elle est prestigieuse, mais par ce duo de pilotes qui, moi, évidemment, avec, c'est pas ma génération, mais m'a toujours semblé légendaire. Olivier Gendebien et Phil Hill, ils étaient imbattables à cette époque-là, on a l'impression. En fait, oui, puisque ce qu'on peut dire déjà sur le duo Olivier Gendebien-Phil Hill, c'est que c'est le premier duo de pilotes à avoir signé 3 victoires aux 24 heures. Voilà. Donc, ils s'étaient déjà imposés ensemble en 1958. Olivier Gendebien avait de nouveau gagné en 1960, mais c'était avec un compatriote, c'était avec le pilote journaliste très regretté Paul Frère. Oui. Et donc en 1961, Olivier Gendebien retrouve Phil Hill pour former ce duo de pilotes. Ils vont encore gagner en 1962. Mais voilà, c'est ça. Ils sont complémentaires. Voilà. On sent là que c'est vraiment l'osmose parfaite. On va dire que c'est le premier grand équipage multiple vainqueur des 24 heures. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y en a plusieurs autres qui vont venir au fil de cette rétrospective et il est assez paradoxal de constater que les équipages qui ont gagné ensemble n'ont jamais gagné plus de 3 fois. Oui, c'est vrai. C'est une constante. Statistique assez étrange. Ce qui est déjà énorme, mais en même temps, non, pas encore plus que 3 fois, effectivement. Alors, et surtout que Phil Hill, si j'enchaîne toujours par les hommes, et donc Phil Hill en fait partie, au plus haut point, il est champion du monde cette année-là de F1, tout le monde le sait. C'est extraordinaire ce qu'il réalise. Là, c'est la grande année de Phil Hill. Qui est encore aujourd'hui le seul pilote à avoir été dans la même année champion du monde en Formule 1 et vainqueur aux 24 heures du monde. Ah oui. Puisqu'en fait, il y avait aussi le fait qu'Enzo Ferrari le considérait plus, au grand désespoir de Phil Hill lui-même d'ailleurs, comme un pilote d'endurance que comme un pilote de Grand Prix. Il faudra d'ailleurs que Phil Hill patiente un petit peu, voire tape un petit peu du pied pour avoir sa chance en Grand Prix. Mais ça ne l'a pas empêché aussi de devenir en même temps le premier pilote né aux États-Unis. Je ne compte pas Luigi Chinetti qui avait été naturalisé américain. C'est le premier américain de naissance vainqueur aux 24 heures du Mans et le premier pilote américain champion du monde en Formule 1. Puisque le suivant c'était Marion Andretti en 78. C'est fabuleux. Donc voilà pourquoi 61 est certainement une année importante. Tu voulais dire ? Il y a aussi quelque chose, une remarque constructeur concernant Ferrari. Alors c'est bien Ferrari, bien sûr. Oui. Alors Ferrari, c'est la 5e victoire de Ferrari. Donc, ils attaquent le cycle de 6 victoires consécutives qui a commencé en 1960 et qui s'achèvera en 1965. Et cette année-là, en 1961, avec cette 5e victoire, Ferrari égale le record de victoire de l'époque aux 24 heures du Mans qui était co-détenu par Bentley et Jaguar. Oui, voilà, effectivement. Donc c'est important. On se souviendra quand même que les frères Rodriguez étaient ensemble et ont bien animé cette course 61. Je crois savoir que le public était un peu pour eux, même d'ailleurs. Même carrément, puisque leur abandon a été paradoxalement salué par une salve d'applaudissements. Que c'était un petit peu les chouchous, quoi. C'était les chouchous du public. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux gosses. En plus, en plus, ils allaient très très vite, puisqu'ils ont quand même donné bien du fil à retordre à Olivier Gendebien et Phil Hill jusqu'à leur abandon. Et d'ailleurs, on va reparler très vite de Pedro Rodriguez, d'ailleurs. Ouais, effectivement. Alors, dis donc, tu m'as signalé que en 61, c'est un peu à part de notre thématique, c'est Yannick Dalmas qui venait au monde, donc c'est l'occasion pour nous de le saluer s'il nous écoute, et évidemment lui-même allait devenir une légende des 24 heures du Mans bien des décennies plus tard. Voilà, le roi des 24 heures du Mans aux années 90, c'est lui. 92, 94, 95, 99, 4 voitures différentes, et encore aujourd'hui, aux côtés d'Henri Pescarolo, le pilote français le plus victorieux au Mans, avec 4 victoires chacun. Tout à fait. Bon, donc un petit coucou amical à l'ami Yannick Dalmas. Absolument. 10 ans plus tard, 1971. Alors là, il faut replacer peut-être le contexte. Donc, la fameuse épopée Ford a pris fin en 69. En 70, Porsche, ça y est, a enfin réussi à gagner. Ça se sentait quand même venir.
On l'a fait. Donc j'imagine qu'en 71, l'enjeu principal de cette édition, c'est de savoir si Porsche peut enchaîner sur sa lancée de 70. Et ça a été le cas. Et ça a été plus que le cas, puisque on va dire que ça a été l'édition de tous les records, tout simplement. Puisqu'en fait, dès les essais préliminaires d'avril au volant de la Porsche 917 version à carrosserie longue, qui est enfin au point, qui est enfin stable et qui marche enfin correctement dans la ligne droite du Naudir sans louvoyer à droite à gauche, comme c'était le cas en 69 notamment, eh bien Jackie Oliver, en avril 71, passe pour la première fois le cadre des 250 de moyenne au tour, avec un chrono 3 minutes 13 secondes 6 dixièmes et un record de vitesse à 386 km/h dans les Unaudir. Oui, excusez du peu. Ensuite, il y a la pole. Ensuite, il y a le record de la pole position. Cette fois, c'est son coéquipier, c'est Pedro Rodriguez. Voilà pourquoi tu en parlais. Pedro Rodriguez, donc premier poleman à passer les 250 de moyenne. 3 minutes 13 secondes, 9 dixièmes. Vous voyez, 3 petits dixièmes d'écart avec Jackie Oliver. Toujours avec la Porsche 917 longue, avec ces belles couleurs bleu ciel et orange de Gulf, etc. Bon, qu'on a tous aimé dessiner ou qu'on a envie d'avoir chez soi en modèle réduit quand on est fan de sport automobile. Dis donc, j'en profite. Et des 24 heures. Excuse-moi, j'en profite, je t'interromps, mais petite pensée, toi comme moi, pour Jean Graton, évidemment. Évidemment. Qui nous a quittés il y a quelques jours. Et toi comme moi, je pense, j'ai réuni ça d'une formule dans un précédent épisode en disant qu'on était tous des enfants de Michel Vaillant. On est d'accord. Complètement, effectivement. Rappelons Jean Graton qui vient aux 24 heures du Mans en 1937 avec son père, qui voit gagner Bugatti, qui passe de l'autre côté en 1997 avec le proto Courage Vaillante, etc. Bon, on pourrait presque faire un épisode rien que sur Michel Vaillant en 24 heures du Mans. Il faudra qu'on y pense d'ailleurs. Il faudra y songer. Bon, voilà, c'était en tout cas la petite parenthèse, mais évidemment, bien sûr. Toutes nos condoléances et toutes nos pensées à sa famille et à ses proches, mais Monsieur Graton, vous nous avez fait rêver, ça c'est sûr. Oui. Et donc finalement l'équipage, c'est Helmut Marko et Guys Van Lennep qui s'imposent. Toi tu dis Gus Van Lennep ou Guys? On dit Guys Van Lennep. Troisième prononciation. Bon, c'est vrai, d'accord. En fait, tout le monde s'attendait à une démonstration des Porsche 917 Golf, mais le paradoxe, c'est que l'écurie Golf ne gagnera jamais au Mans avec la 917 et que c'est une autre 917 d'usine, la 917 Martini Racing, qui gagne donc avec Guys Van Lennep et le très redouté patron actuel de la filière Red Bull, l'Autrichien Helmut Marko. Dont on sait que c'est le grand fait, évidemment, dans sa carrière sportive. Il a gagné les 24 heures de Mans, ça on peut pas lui enlever non plus. Avec, en plus, un autre record, le record de la distance. Qui va tenir très longtemps. Jusqu'en 2010. Bah voilà, tu te rends compte, 2010, si on lui avait dit à l'époque. 40 ans. Bah oui, c'est vrai que c'est incroyable. Donc voilà, une édition, qui est quand même assez majeure, on va dire, 71 dans l'histoire des 24 heures du Mans. Et qui est aussi d'une certaine manière, une certaine transition avec ce qui va venir sur les protos 3 litres, puisqu'on remarque aussi pendant la course que Matra commence à se montrer. Eh oui, c'est vrai. Et donc ça... Matra candidat au podium en 71. Tout à fait, t'as raison. Et donc ça, c'est la grande triplette qui allait suivre. Voilà. Mais c'est pas notre thématique aujourd'hui, donc on n'en parle pas. Bon, en revanche, on enchaîne avec 1981. Et là aussi, j'ai envie de dire, cette année, elle est importante, parce que quand tu vas nous dire un peu tout ce qui s'y est passé, et quand on voit surtout le duo vainqueur, c'est Jackie X Derek Bell. On parlait d'équipage mythique, c'est clair que X Bell, c'est dans l'histoire. C'est le deuxième, à mon sens, le deuxième grand équipage mythique de l'histoire des 24 heures. Associés pour la première fois en 75, ils gagnent ensemble d'ailleurs au nom du Proto Gulf. Ils se retrouvent en 1981, donc là c'est la deuxième victoire de Derek Bell, et là, nouveau record à la clé, Jackie X devient le nouveau détenteur du record de victoire en 24 heures du Mans. Parce que lui, il a commencé dès 69, on le sait, donc en 80, c'est sa 5e victoire. Voilà, il est face à Olivier Gendebien qui avait établi le record à 4 victoires en 1962. Et donc, deuxième victoire en commun avec Derek Bell. Il y en aura une troisième en 1982. Et donc une 6e pour Jackie X. Voilà, et d'ailleurs, à cette occasion, Jackie X signe la première de ses 3 pôles positions consécutives aux 24 heures. D'ailleurs, il a longtemps été le seul pilote à détenir 3 pôles positions consécutives aux 24 heures, rejoint par Stéphane Sarrazin en 2007, 2008 et 2009. Voilà, avec Peugeot. Voilà. Et bon, je suis content, quand on a fait la liste des années qui se terminent en 1, je suis content qu'on évoque Jackie X et que ce duo X-Bell, je rajoute aussi cette époque où Porsche était au sommet, fasse partie de notre liste. C'est vrai que Porsche, là, c'est incroyable à ce moment-là. Là, c'est simple. Porsche, ils sont sur la route du record de victoire aux 24 heures, puisque en 1981, commence pour Porsche une série de 7 victoires consécutives. Incroyable.
Porsche reste invaincu au Mans jusqu'en 1987 et efface en 1985 le record de victoire de Ferrari qui était de 9 à l'époque. Et aujourd'hui, on va dire que pour l'édition du centenaire, Porsche, en 2023, ils vont essayer de taper la 20e. Oui, c'est ça. Hein. Tu as vu que les nouvelles, effectivement, se succèdent dans le monde de l'endurance et qui semblent assez prometteuses pour 2023, ça c'est sûr, mais je pense qu'on va avoir déjà de quoi se mettre sous la dent de bonnes expériences 2021-2022. Ouais. Toyota, Peugeot, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Hypercar, LMDH, bon, on fera le débat un autre jour. On en parlera une autre fois. Pour et les contre, ou les avantages et inconvénients, je sais pas. Mais en tout cas, l'endurance, là, va renaître. Là, je pense qu'un nouveau cycle vient de s'ouvrir. Bon, là aussi, deuxième parenthèse qu'on a ouverte, mais qu'on rouvrira certainement. Alors, on enchaîne. 1991. Alors là, évidemment, on se rapproche quand même des années où les souvenirs sont peut-être un petit peu plus marquants. Donc là, on peut pas cacher le fait que c'est la victoire légendaire de Mazda, tout de suite. Alors, ce que je voudrais que tu nous rappelles, Jean-Philippe, c'est que cette victoire, elle est surprenante quand même. Ah complètement. D'autant plus que les futurs vainqueurs, ils sont très loin en qualif. Hein. Ils sont 19e sur la ligne, sur la grille de départ. Mais qui va piano va sano, comme disent nos amis italiens, surtout au Mans, où on sait que, selon la formule consacrée, avec tous les guillemets qui vont avec, tout peut arriver, mais ça progresse régulièrement. Tu te souviens des forces en présence à ce moment-là, qui fait qu'on ne pense pas forcément spontanément à Mazda? On pensait surtout à une deuxième victoire de Sauber Mercedes. Voilà. On pensait aussi à Jaguar, qui lançait son prototype XJR 14 à l'époque. Mais Peugeot donc arrive aussi. Peugeot arrive. Ouais. Voilà, donc ça c'est le gros succès populaire au pesage et dans les tribunes de l'édition 91. Il faut dire que Jean Todt avait quand même réuni de jolis équipages. Oui. Philippe Alliot, Mauro Baldi, Jean-Pierre Jabouille. Donc on a en plus un futur vainqueur des 24 heures en la personne de Mauro Baldi. Sur l'autre voiture, on a notre ami Yannick Dalmas, qu'on resalue une nouvelle fois. On a un autre expert des courses d'endurance et de la monoplace en la personne de Pierre-Henri Raffanel. Et on a un ancien champion du monde de F1 avec Keke Rosberg. Oui, ça faisait pas mal. Donc ça faisait pas mal au niveau popularité. Oui, mais alors dis donc, si tu évoques des pilotes de grande notoriété, c'est aussi parce qu'évidemment en F1 on les voyait ou on les voit. C'est quand même deux pilotes F1 aussi qui vont gagner pour Mazda. On se souvient plus qu'il y avait deux pilotes actifs, quoi. Oui, Johnny Herbert qui fait partie de cette race de plus en plus rare de pilotes ayant gagné aux 24 heures du Mans, alors que cette même année 91, il avait un contrat en Formule 1 à temps plein chez Lotus. Oui, voilà, c'est incroyable. Donc il y avait encore au début des années 90 quelques entre guillemets mercenaires qui sautaient. C'était encore possible à l'époque. C'est encore possible, hein. On a bien vu Hülkenberg ou même Sébastien Bourdet faire Le Mans et la F1, mais c'est rarissime, faut être honnête. Absolument. Donc, là, c'était le cas. Bertrand Gachot, on le sait, lui aussi a eu un passage en F1. Il était titulaire chez Jordan aux côtés d'Andrea De Cesaris. Ouais. Il s'est fait piquer sa place par le plus célèbre rookie des 24 heures du Mans 1991 d'ailleurs. On en parle maintenant ? Oui, vas-y. Michael Schumacher. Voilà, c'est ça, effectivement. Michael Schumacher, 22 ans à l'époque, jeune pilote de la filière Mercedes, associé à deux autres pilotes de cette filière. Karl Wendlinger, qui a fait un petit parcours par la suite en endurance et en Formule 1, et un autre qui a totalement disparu de la circulation, qui s'appelait Fritz Kreuzpointer. Oui. Voilà, et donc, 5e à l'arrivée. Et meilleur tour en course pour Michael Schumacher. Mais c'est vrai que là, on voyait bien germer, on va dire, le futur crack, ça c'est sûr. On le sentait venir quand même. C'est ça. Alors, attends, on parlait donc des pilotes, Johnny Herbert, Bertrand Gachot, ça c'est sûr. En revanche, effectivement, le troisième est moins connu, Volker Weidler, oui. Tu as des infos un peu sur lui ? Oui, il était passé en Formule 1, notamment chez un constructeur qui s'appelait Rial. C'est vrai, maintenant que tu me le dis, bien sûr. Et il a d'ailleurs connu une fin de carrière un petit peu triste à cause de la voiture avec laquelle il a gagné au Mans d'ailleurs. Parce que tu te souviens de la stridence du moteur rotatif Magma. Oui, le moteur rotatif Mazda, il est légendaire là aussi. Et il se trouve que Volker Weidler refusait de porter des bouchons d'oreille quand il était au volant. Ouais. Et que du coup, les séquelles de cette victoire, ça a été des acouphènes qui l'ont contraint à mettre fin à sa carrière de pilote. Je ne savais pas, mais dis donc, oui, une conséquence pas anodine. Et un peu triste, malheureusement. Oui, c'est vrai, c'est vraiment malheureux, là, oui, tout à fait. En parlant de problèmes physiques, Johnny Herbert. Johnny Herbert qui fait un malaise à l'arrivée et qui ne sera malheureusement pas sur le podium. Et il faut quand même rappeler, parce qu'on était parti de là tout à l'heure, le parcours de cette voiture. Donc, 19e en qualif,
Rentrer dans le top 10 dès la deuxième heure. Quand même. Le top 5 au bout de la 5e heure de course. Deuxième à mi-course. Et à ce moment-là, la Mercedes de Jean-Louis Schlesser, qui avait fait la pole cette année-là, d'Alain Ferté et de Jochen Mass, se balade en tête. Ouais. Jusqu'à 12h54 le dimanche. Ha. Elle s'arrête pour un problème de fuite au circuit de refroidissement qui va provoquer son abandon. Et à ce moment-là, la Mazda du trio Herbert, Gachot, Weidler passe en tête. Et là, il se passe un truc au Japon. Ça, pour l'anecdote, c'est le directeur du design de Mazda qui m'a raconté ça en interview il y a quelques années au Festival Automobile International. Toutes les télés japonaises ont interrompu leur programme pour retransmettre en direct la fin de la course. Ah ouais, d'accord. Pour assister, d'ailleurs, c'est encore une grande fierté pour Mazda aujourd'hui de dire qu'on est pour l'éternité le premier constructeur japonais vainqueur au Mans, avec en plus une technologie qui faisait sa dernière apparition au 24 heures du Mans, la technologie du moteur rotatif. Ouais, non mais Toyota certes est la marque emblématique actuellement en endurance, mais Mazda il est arrivé avant de faire gagner le Japon au Mans, et cette victoire, c'est vrai qu'on l'a pas oubliée. Et régulièrement, moi, je sais qu'au Mans classique, il y a eu des démonstrations, on voit cette Mazda en action, etc. C'est vrai que le bruit est incroyable, quoi. On l'entend venir de loin. Ouais. Et c'est vrai que c'est typiquement la victoire, le scénario d'un outsider, d'une marque, d'un scénario qui fait que c'est une édition légendaire. Là, le terme n'est pas usurpé. Là, on peut dire que c'est les 24 heures du Mans dans toute leur splendeur, dans toutes leurs contradictions et dans tous leurs inattendus, finalement. Tout à fait. Alors on passe, il n'y a plus que 2 années finalement à passer, parce qu'on est en 2021, donc ça n'a pas encore eu lieu, c'est 2001 et 2011. Ouais. Alors 2001, là je vais me permettre de commencer si tu veux bien, parce que j'étais dans les stands, pour tout te dire, pour Eurosport, où je faisais les interviews dans les stands pendant la course et pour faire un grand 52 final. Et moi j'ai 2 souvenirs des 24 heures du Mans 2001. Bon, on sait que c'est Audi qui gagne. Mais à ce moment-là, moi, je suis un petit peu, peut-être côté franco-français, tu me démentiras pas, je suis principalement Laurent Aiello, qui est sur une des Audi, qui a gagné en 98, qui est un petit peu la petite vedette de l'endurance française. Enfin, quand je dis la petite, en plus, la grande, mais bon, voilà, un super pilote, et on connaît son palmarès en tourisme, et il est phénoménal. Bon, donc, Laurent Aiello, je le suis. Laurent Aiello prend le départ au volant de l'Audi qui est en pôle. Je ne sais pas si c'est lui qui fait la pôle d'ailleurs, je ne sais pas si tu as cette info, mais en tout cas, il part en tête, ça j'en suis sûr. Et honnêtement, pour moi, donc je suis au Mans, Jean-Philippe, je suis toutes les éditions depuis 1995. Hein, donc tu vois, ça commence à faire, même si évidemment, c'est pas. Il y en a qui ont fait plus que moi et mieux que moi. Mais bon, c'est mon souvenir du meilleur premier tour que j'ai jamais vu. À la fin du premier tour, Laurent Aiello, il a toute la ligne droite des stands d'avance. Tu vois, tu t'en souvenais peut-être pas forcément. Non. Tu iras revoir les images. Ouais. Une mise en action hallucinante de Laurent. Alors ça, je m'en souviens, il est bluffant. Il est au-dessus du lot. En tout cas, ce premier tour est symbolique. Ça, je m'en souviens très bien. Et après, ça, tu l'as fait, tu le sais en ayant fait tes recherches. Une pluie battante qui s'abat sur le Mans. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Je n'avais vu. Pourtant, en 95, tu te souviens, il pleut pratiquement tout le temps. Mais l'intensité des averses, l'intensité des orages même, la violence de la pluie, je n'ai jamais revu ça depuis. Et beaucoup de casse en plus. Oui, voilà. Et donc forcément, et je sais que Laurent Aiello va en subir le prix, puisque je le revois rentrer au stand, il a un peu touché. Je ne crois pas qu'on puisse lui reprocher grand-chose, mais il ne va pas gagner. Ouais. Effectivement, donc c'est un duo de vieux briscards, hein, j'ai envie de dire, même si à l'époque ils sont plus jeunes, mais qui gagnent. Hein, c'est donc Biella, Christensen et Pirot. Voilà. L'efficacité absolue. Et d'ailleurs, dans notre chronologie, dans notre arc narratif des équipages vainqueurs, troisième équipage à avoir des 4 équipages qui ont signé 3 victoires au 24 heures du Mans. Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà, puisque là, ils en sont à leur deuxième. Ils avaient déjà gagné en 2000, ils vont regagner en 2002. Donc là, Audi, il commence à de plus en plus mettre sa patte sur le Mans. Alors, qu'est-ce que tu avais éventuellement noté d'autres ? Il y a un grand retour quand même en 2001. C'est Bentley. Oui, t'as raison, ils gagnent en 2003, mais ils reviennent toujours 2 ans avant. Ils reviennent en 2001 pour préparer un petit peu le terrain. D'ailleurs, quand on regarde la première version de la Bentley XP Speed 8 qu'on voit en 2001...
On n'est pas très loin de la Toyota GT1 au niveau de l'inspiration. André de Cortanze a même raconté que la première fois qu'il avait vu la Bentley brute de carbone, il l'avait presque confondu avec la GT1 qu'il avait dessinée. Et donc, ce retour 70 ans après, faut le faire, hein, puisque là, la dernière victoire de Bentley remontait quand même à 1930. Eh bien, ce retour se termine par une 3e place, avec Eric Van de Poel, Butch Leitzinger et un des vainqueurs de 88 sur Jaguar, Andy Wallace. Ah oui, d'accord. Et tu sais que nos amis anglais aiment beaucoup faire des clins d'œil à l'histoire. Et en fait, le trio de Bentley monte sur le podium en tenue des Bentley Boys des années 30, combinaison blanche et serre-tête en cuir. Ah, dis donc, ça, je m'en souviens pas de cette image. Mais bon, cette image... Mais comme quoi, les Bentley Boys et cette épopée... C'était un peu les nouveaux Bentley Boys, c'est on va dire. Non, mais ils avaient raison de capitaliser là-dessus, parce que Bentley Boys, c'était légendaire. Barnato, on sait, Wolf Barnato, un personnage... Et en plus, à cette époque-là, ils avaient Derek Bell comme consultant, communication, relations publiques, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'est un élément important pour cette année 2001. Mais enfin, moi, je me souviens, je reviens juste sur la pluie. À un moment donné, je m'abrite dans un stand parce que c'est un tel déluge que c'est une douche. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas l'intérêt d'aller se mouiller. Je me souviens des images à la télé. J'y étais pas cette année-là. Voilà. Et les Audi à l'époque, c'est des protos ouverts. Hein. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai toujours imaginé que quand tu es dans une baignoire, ça devient une baignoire, quoi. Complètement. Surtout avec ces averses-là. Parce que moi, je me souviens aussi. Tu t'en souviens probablement du gros orage qui s'était abattu en début de course en 2014. Oui. Voilà, qui avait coûté cher, notamment à une Toyota, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, mais là, justement, il y a certains souvenirs de certains camarades, confrères qui sont revenus, et t'aurais vu 2001, c'était autre chose. Hein. Ah oui, là, moi je témoigne, en tout cas, je te confirme. Alors, première 24 heures du Mans de Romain Dumas, tu nous as aussi sorti cette petite info. Voilà. C'est vrai que Romain, on le salue bien bas, et c'est aussi devenu un pilote légendaire du 24 heures du Mans. Actuel détenteur du record de la distance dont on parlait tout à l'heure depuis 2010. Voilà, la boucle est bouclée. Avec ses amis Timo Bernard et Mike Rockenfeller. Et tu me dis que c'est un premier top 10 au général pour Corvette. Absolument. Donc une GT qui rentre dans le top 10. Oui. Bon, cela étant, ça c'est arrivé après. Ils vont même monter dans le top 5 un petit peu plus tard. D'accord. La top 5 carrément. Et là, c'était le premier pour top 10. Ouais, voilà. Donc c'était pas rien. Ouais, tout à fait. Puis maintenant qu'ils sont passés au moteur arrière, on peut quand même dire que le bruit du moteur V8, il va quand même un petit peu nous manquer. Ouais, voilà. Effectivement. Et écoute, la dernière année, c'est 2011, et là, ça tombe vraiment bien, comme quoi on a bien choisi quand même cette thématique, parce que 2011, alors si c'est pas là aussi une édition légendaire, je sais pas ce que c'est, hein, donc t'as vu ça comme moi aussi sur place, mais on va repasser un peu tout en revue. Écoute, moi, par quoi commencer? Il y a 2 images qui ont fait le tour du monde. Alors, la dernière, c'est celle de Rockenfeller. On voit pas grand-chose, faut être honnête. Mais quand on y repense, cet accident de Mike Rockenfeller, c'est dramatique. Enfin, ça aurait pu ou dû être dramatique. J'ai envie de faire le parallèle avec ce qu'on a vécu avec Romain Grosjean à Sakir. C'est exactement le même type d'accident et qui s'est produit en plus dans la portion d'Indianapolis, c'est-à-dire à l'endroit le plus rapide du circuit. C'est ça, voilà. Et moi, je me souviens avoir vu très fugitivement. Moi, c'était pour évoquer un petit peu mon parcours personnel, c'était mes premières 24 heures du Mans en tant que rédacteur du site officiel de la CO. Ouais. Voilà, donc j'étais un peu rookie, entre guillemets. Et je me souviens d'avoir vu très fugitivement sur un écran de contrôle une image d'hélicoptère qui présentait une boule de feu. Cette image, je l'ai revue bien des années plus tard. J'ai réussi à la redénicher sur YouTube. Cette image n'est pas passée sur les caméras officielles. Ça me dit rien, moi, la boule de feu, c'est vrai. Ah, oui. On était dans le local des rédacteurs d'Automobile Club de là. Je me souviens c'était extrêmement fugitif. Ça a dû durer une demi-seconde, pas plus. Et quand j'ai vu ce truc-là, c'est comme pour Romain Grosjean, c'est un miracle. Ouais, c'est ça. Et l'autre miracle, il a eu lieu en début de course. Alors, voilà, donc les 2 images très fortes, c'est vrai, c'est cet accident d'Alan McNish. Là encore, moi, récemment, le cas, pour tout dire, a été où j'ai montré à des amis des accidents de dingue dans l'histoire du sport automobile. J'avoue que spontanément, c'est dans mon top 5, parce que là,
il n'y a personne qui ne peut pas frémir en voyant cet accident, quoi. On a vraiment l'impression que McNish va aller dans la foule, finir sa course en écrasant tout le monde, quoi. C'est horrible. Avec les photographes qui étaient de l'autre côté, qui ont eu la trouille de leur vie. Et surtout cette image de voir Alan McNish sortir tout seul en un seul morceau, sonner évidemment. Et souvenons-nous aussi, toi tu étais côté télé, moi côté officiel, cette image du Dr Ulrich, presque les larmes aux yeux, qui applaudit au moment où Alan McNish sort de l'épave de son Audi. Voilà. Donc tout ça pour te dire qu'au niveau sportif, eh bien, Audi out 2 fois, il n'en a plus qu'une face à une armada Peugeot, et ils vont tenir. Ils vont gagner. Parce que ce qu'il faut rappeler, qu'effectivement, après l'accident de Rockefeller, avant même les 12 coups de minuit, il n'y a plus qu'une seule Audi en course. Voilà, c'est ça. Et la vraie baston, elle commence le dimanche matin à 7h. Donc l'Audi qui reste, c'est Fessler, Lauterer, Tréluyer, équipage là aussi qui est connu. Autre équipe, le dernier équipage triple vainqueur des 24 heures. Voilà, on a bouclé la boucle. Et à ce moment-là, ils n'ont pas encore gagné ensemble. Bah non. C'est ça. Donc c'est ça aussi que l'histoire est encore plus belle, c'est qu'ils ont une sacrée pression. Ils n'ont pas encore gagné. Ils ont les Peugeot aux fesses. Et à la fin, ils gagnent que par 13 secondes 854. Tu connais ce chiffre mythique. 800 mètres d'écart. C'est incroyable. Et il y avait aussi cette course-poursuite qui a commencé dès 7h du matin, où en un quart d'heure, André Lauterer et Sébastien Bourdet s'échangent 3 fois le meilleur tour en course. Ensuite, c'est Simon Pagenaud qui prend le relais. Il y avait également dans cette Peugeot Pedro Lamy. Voilà. Et c'est cette petite anecdote aussi que Benoît Tréluyer avait raconté un petit peu plus tard quand il a pris le volant. On vient le réveiller dans la caravane Audi. Il prend pas de petit-déj. Il saute dans sa combinaison. Il monte dans la voiture. Il se lance en piste. Et la première question qu'il pose à la radio, au fait, il est quelle heure ? Ah oui, d'accord. Non, mais j'imagine qu'il était dans un état un peu second et qu'effectivement la pression était terrible. Mais Audi a réussi à tenir bon. C'est vrai que c'est une plus belle victoire. Ils ont tenu. Alors, et cette course-poursuite, elle a duré pendant 8 heures. De 7 heures du matin jusqu'à l'arrivée. Écoute, est-ce qu'on peut dire toujours que c'est l'édition un peu du 21e siècle ? Pour moi, c'est toujours aujourd'hui la première grande édition des 24 heures du Mans du 21e siècle. J'en veux pour preuve aussi, je me suis retrouvé un petit peu par hasard à assister à la descente de voitures respectives d'André Lauterer et de Simon Pagenaud, qui étaient tous les deux au volant à l'arrivée. Alors, André Lauterer, évidemment, l'adrénaline de la course plus l'adrénaline de la victoire m'ont complètement extatique. Et Simon Pagenaud retirant son... Simon était hagard à sa descente de voiture. Il ne savait pas où il était. D'accord, ok. C'est-à-dire, les mecs, ils ont tout donné. Et là, il y avait vraiment le contraste entre celui qui a tout donné et qui a gagné et celui qui a tout donné et qui a fini deuxième. Et d'ailleurs, quand il a fêté son premier titre IndyCar en 2016 dans sa terre natale de Montmorillon, il a dit comme ça, je crois que c'était dans les colonnes d'Auto Hebdo, qu'il pensait encore aujourd'hui aux 13 secondes qu'il lui avait manqué pour gagner les 24 heures du Mans. Oui, et je crois que Sébastien Bourdet, c'est la même chose. Je pense aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut rien dire. C'était un match extraordinaire, sublime. Ils en ont fait partie au moins, c'est sûr. Mais évidemment, ça ne vient pas les consoler peut-être de se dire qu'ils ont échoué qu'à 13 secondes. Mais à tout jamais dans l'histoire, ils sont les acteurs d'un duel mythique. Ça, c'est sûr. On n'était pas très loin de l'arrivée de 69 avec Jackie X et Hans Herrmann. C'est ça. Et à l'époque, c'est la 10e victoire d'Audi, qui avait évidemment... qui devient le deuxième constructeur le plus victorieux au Mans, qui dépasse Ferrari, en fait. Et d'ailleurs, il faut signaler que dans notre petite rétrospective, ça vient d'apparaître. On a cité ceux qui sont encore aujourd'hui les 5 constructeurs les plus victorieux de l'histoire des 24 heures du Mans. C'est-à-dire dans Porsche, Audi, Ferrari... Jaguar et Bentley. Oui, tout à fait. Comme quoi, la boucle est bouclée. On va terminer sur cette belle constatation, Jean-Philippe. Merci. Écoute, je crois que c'était pas mal ce choix, facile peut-être, mais payant de nous remémorer les années qui se terminent, dont l'année se termine par un chiffre 1, quoi. Parce qu'effectivement, quand on se penche un petit peu, il y a plein d'histoires parallèles, des histoires de records. On a quand même cité les 4 équipages qui ont signé le plus grand nombre de victoires au monde. D'ailleurs, chacun 3, en fait, 4 x 3. C'est ça. En attendant de voir peut-être un jour un équipage signer 4 victoires, donc qui là rentrerait du coup dans l'histoire.
Donc, oui, Affaire à suivre. Mais c'est toujours extrêmement riche finalement. Bah oui, tout à fait. Et c'est pas fini. Non. Alors justement, pour conclure, on va dire qu'on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir écouté cet épisode de l'After Lap, le podcast du sport auto avec ces 24 heures du Mans Stories, 2e épisode. Au moment où on se parle, les 24 heures du Mans 2021 sont bien sûr prévues. On peut pas s'empêcher effectivement d'avoir un petit état d'âme en se disant qu'on va espérer que tout se maintienne bien d'ici le mois de juin, qu'a priori ça devrait le faire, mais affaire à suivre. Et que si ça a bien lieu, ce qu'on espère tous, Jean-Philippe, on va essayer de se retrouver quelques jours avant, ou la semaine avant, ou dans les jours avant, pour un 24 heures de Mans Stories 3. On va bien se trouver une autre thématique pour se mettre dans l'ambiance. C'est pas ce qui manque. On en a presque ébauché une en parlant de Jean-Valentin et Michel Vaillant, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on va réfléchir, on va vous tenir au courant, mais oui, on va forcément continuer, puisqu'on le voulait, notre petite série des 24 heures du Mans Stories. Je suis persuadé que ça vous intéresse, et de toute façon, ça ne fait pas de mal de se plonger régulièrement dans l'ambiance et dans les souvenirs des 24 heures du Mans. Voilà. Bon. Merci à toutes et à tous. Merci à toi, mon cher LFB, je t'en prie, ce nouveau dialogue. Porte-toi bien. Tu fais partie de l'After Lap, maintenant on le sait. Donc, affaire à suivre, mais à bientôt, j'espère. Et donc, merci de votre fidélité. À bientôt. Salut à tous. Salut à toutes et à tous.